Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour la thèse d'investissement dans l'entreprise Ruby à partir du document d'enregistrement universel 2025. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on va commencer avec cette thèse d'investissement. Donc Ruby, vous devez connaître, si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise spécialisée dans la distribution d'énergie, hydrocarbures surtout, et production d'énergie renouvelable maintenant avec Photosol, enfin depuis quelques années. C'est une société qui opère sous la forme d'une commandite par action. C'est important ce statut, on va le voir par la suite. Et donc c'est-à-dire que la société est très difficilement contrôlable via une OPA. Ici je vous ai mis le résumé des activités de Ruby, que vous pourrez regarder en détail la répartition du chiffre d'affaires. Globalement, ce que je dis, distribution d'énergie, que ça soit du gaz de pétrole liquéfié, donc le GPL, que ça soit du pétrole, que ça soit du carburant plutôt, et que ce soit également du bitume, c'est pas l'énergie, mais ils en distribuent aussi en Afrique, et également la production d'énergie renouvelable exclusivement en Europe. 3 zones d'opération géographiquement, on est sur les Caraïbes, l'Afrique et l'Europe pour l'activité de distribution d'énergie renouvelable uniquement en Europe. Ils ont aussi des stations-service également, alors ça c'est plutôt en Afrique et aux Caraïbes. Il y avait une activité, on va reparler après, qui a été cédée en 2024, une activité de stockage de carburant qui était détenue en joint venture avec une société de private equity. Elle a été cédée, cette activité, la plus-value de cession a été rendue aux actionnaires et le reste, on va dire le capital, va être utilisé pour financer le développement de l'activité, donc notamment, malheureusement, l'activité d'énergie renouvelable, mais également l'activité de distribution traditionnelle. La croissance du chiffre d'affaires, donc Ruby c'est un groupe diversifié dans 3 zones, très présent en Afrique, présent en Europe et très présent en Caraïbes. Ce qu'on voit, le point rassurant, enfin c'est pas le point rassurant, mais on est très présent aux Caraïbes, qui marche fort, en Afrique aussi, forte croissance dans ces zones. Alors, les problématiques dans ces zones sont plutôt les variations des devises. En Europe, on a une faible proportion du chiffre d'affaires, mais on a une grosse part de la dépense en capital à cause de Photosol. Sur l'activité traditionnelle, on est plutôt sur une stagnation du marché en Europe. Le fait aussi d'être en Afrique, ça expose à des risques géopolitiques évidemment, puisque le continent est souvent sujet à des coups d'État. Donc ça c'est une problématique qu'il faut prendre en compte sur Ruby quand on investit. Ça figure d'ailleurs dans les risques identifiés dans le document d'enregistrement universel, donc à bien prendre en compte pour Ruby. On peut avoir des problèmes. Aux Caraïbes aussi dans une moindre mesure, c'est surtout à Haïti où ils sont présents, qui est du coup en déshérence. Bon, ce qu'on peut voir, et ce qui est bien en tout cas, c'est qu'on est globalement bien diversifié géographiquement. Donc ça c'est bien. Si on regarde la croissance du chiffre d'affaires, en fait, c'est pas pertinent. Pour Ruby, c'est un distributeur. Donc un distributeur, ce qu'il faut regarder, c'est la hausse des volumes distribués, la progression des volumes distribués, et la progression de la marge brute. Pour la marge brute, c'est volume fois prix unitaire. Ça nous permet de voir si l'entreprise continue à augmenter son réseau de distribution et si elle a du pouvoir de fixation des prix via la marge unitaire. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on est en faible progression sur les volumes et sur la marge brute. Si vous regardez en taux de croissance, sur 2024, on a fait une progression de 5,25% en volume, ce qui est pas mal, et 1% de la marge brute, donc on a été complètement atténué par l'évolution de la marge unitaire, comme on le voit ici. Donc sur 2024, on n'a pas eu on a souffert en fait de la baisse des marges unitaires. Et ça va dépendre de leur pricing power local. Ils ont surtout aussi des partenariats avec des gouvernements qui négocient les prix, donc ils peuvent pas fixer n'importe comment les prix, même s'ils sont leaders sur le marché, voire monopole sur le marché. Bon, à prendre en compte. Et puis aussi la variation des devises locales qui impacte ces marges unitaires, bien sûr. On voit qu'en fait rien d'exceptionnel à signaler, si ce n'est que sur 2022, on a une forte
forte hausse de la marge brute grâce en fait, à l'inflation qui a été récupérée via des augmentations de prix. C'est pour ça que la marge brute a fortement augmenté en 2022. Les activités. Alors, en réalité, Ruby, c'est plutôt une société de fusion-acquisition. Après, dans un domaine de niche, initialement distribution et stockage d'énergie, on voit que le stockage d'énergie a été liquidé, comme dividende exceptionnel pour la plus-value de cession, ça a été rendu aux actionnaires. Le reste, ça va être utilisé pour financer l'activité traditionnelle, mais également la production d'électricité renouvelable. Bon. Si on répartit en termes de matrice BCG, donc en abscisse, part de marché relative par rapport aux concurrents, en ordonnée, le taux de croissance du marché. En fonction des zones géographiques, on n'a pas le même profil. Distribution d'énergie en Europe et aux Caraïbes, ils sont leaders. En fait, ils sont leaders sur plein de petits marchés de niche. Donc c'est ça l'avantage de Ruby, c'est que finalement, c'est comme si on avait plein de petits monopoles. Faible marge, d'accord, mais on est seul sur le créneau, donc on peut monter quand même les prix. Ici, distribution d'énergie, je l'aurais bougé en Afrique. Il faudrait plutôt la mettre. La distribution d'énergie Caraïbe, je l'aurais plutôt bougé en étoile en fait. Bonne croissance. Donc ça, c'était par rapport à 2024, j'ai pas actualisé, par rapport à 2023. Mais par rapport à 2024, Caraïbes, c'est en étoile. Afrique aussi, c'est en étoile. C'est-à-dire qu'on a une forte part de marché et la croissance des marchés sont très forts là, dans ces zones. Donc ça c'était bien. On a en Europe plutôt en profil vache à lait pour la distribution d'énergie. C'est-à-dire qu'on n'a investi quasiment pas, le marché est plutôt très mature, donc il n'y a plus de croissance. Donc on a du cash en excédent. Et on a un beau point mort qui est Photosol, la production d'électricité renouvelable qui engloutit les capitaux sans générer de résultats pour l'instant. Donc moi je le mets en point mort, c'est-à-dire que est-ce qu'on pèse significativement dans le marché de l'énergie renouvelable en Europe ? Non, je pense pas. Alors l'ambition c'est d'être dans le top 3, mais pour l'instant ils sont dans chaque pays. Pour l'instant ils n'y sont pas. La croissance du marché, en fait, c'est pas forcément... c'est peut-être plutôt un dilemme en fait. Je suis sévère en plaçant un point mort, c'est peut-être un dilemme. C'est-à-dire que la croissance du marché est quand même forte sur les renouvelables, grâce aux subventions, etc. Par contre, on crame du cash sans avoir de retour sur investissement. Donc je l'ai mis plutôt en point mort par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle voit pas de croissance en fait elle voit la croissance légère croissance du chiffre d'affaires pour l'instant. Donc en 2023 c'était plutôt point mort, maintenant ça s'améliore, on pourrait le mettre en dilemme. Bon, la question reste entière. Comment financer cette activité qui ne génère pas de résultats pour l'instant, qui n'est donc pas rentable et qui ne le sera pas avant au moins 2 ou 3 ans. Alors, bon, ils ont quand même accès à de la dette sans recours pour financer cette activité, c'est-à-dire que c'est des taux préférentiels et une dette qui est limitée aux actifs des projets, donc si le projet échoue, eh bien, on ne peut pas aller saisir des actifs de l'autre activité, on devra saisir les actifs du projet uniquement, donc même pas des autres projets de Photosol d'ailleurs. Ça prend des capitales, et effectivement, une partie des cash flows opérationnels générés par les autres activités est engloutie dans Photosol. Donc, profil, on comprend qu'on va le voir pour la suite, mais on comprend pourquoi il y a des actionnaires activistes qui contestent la stratégie. On avait beaucoup de cash flow opérationnel avant de faire l'activité Photosol. Maintenant, ça permettait de réinvestir sans problème et de verser un dividende assez copieux, mais ce qu'il fallait noter sur Ruby toutefois, c'était qu'il y avait une forte dilution. Au final, vous moulinez un peu dans le vent parce que vous avez un dividende, vous le réinvestissez dans l'action Ruby, mais en même temps on vous dilue d'année en année. Donc pas incroyable. Donc il y a des augmentations de capital assez régulières. Ça c'est arrêté depuis 2022, tant mieux. Enfin ça s'est pas vraiment arrêté, c'est moindre mesure de dilution maintenant, mais en fait c'est que la valorisation a complètement chuté, donc maintenant on peut plus utiliser des augmentations de capital pour financer l'activité, vu que le multiple est trop bas, c'est destructeur des valeurs. Donc la dilution qu'on voit maintenant, c'est le reliquat, c'est les actions qui sont des actions gratuites qui sont données aux gérants commandités. Bon, ça au moins c'est, on va dire, moins négatif qu'avant. Alors,
pour le récap de l'allocation du capital pour Ruby, c'est premièrement maintenir l'activité traditionnelle via des capex de maintenance, développer l'Afrique via des capex de croissance et ou des acquisitions, donc par exemple acquisition de navires pour transporter les hydrocarbures, des acquisitions d'activités localement, pour par exemple agrandir le maillage territorial des stations-service. Ils doivent aussi financer maintenant financer un dividende qui reste copieux au cours actuel, 7% à peu près, voire plus, mais ce dividende maintenant il est en augmentation de plus en plus faible, c'était 2,5% pour 2025 d'augmentation, donc il y a quasiment plus d'augmentation, et ils doivent se rajouter le boulet du financement de l'activité renouvelable en apportant moins de capitaux propres que de dettes, donc ça c'est l'avantage. Toutefois, ça engloutit quand même une partie des cash flows des capex, donc même si on peut se financer avec de la dette sans recours. Pour l'instant, je le rappelle, génération de cash flow opérationnelle est insuffisante pour pouvoir adresser toute cette allocation du capital. Il va falloir choisir. Soit on va arrêter de maintenir l'activité traditionnelle, soit on va arrêter, et donc d'ailleurs ils ont liquidé l'activité de stockage d'énergie pour ça, c'est que c'était pour dégager du cash, pour financer l'allocation du capital. Et moi, s'ils commencent à arrêter de dépenser en capital pour développer l'activité en Afrique, dommage, parce que c'est vraiment une étoile au niveau du portefeuille d'activité. Le dividende, il faut s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, il n'y ait plus de croissance, voire qu'il baisse. Ou alors, il faudra se séparer de l'activité renouvelable. Mais là, il y a une contradiction dans l'allocation du capital actuelle. Donc ce point n'a toujours pas été tranché, et c'est pour ça qu'on a des activistes qui sont invités, mais on en parle ensuite. On en parle même tout de suite. Allez, le capital de Ruby, 68% détenu par le public. Là, on peut se dire, chouette, il peut y avoir une OPA, puisque le flottant est quand même assez énorme. Que nenni, on est sur une société en commandite par action, donc les associés commandités, avec seulement 2,28% ici, là, peuvent contrôler l'entreprise avec seulement un avis consultatif du conseil de surveillance. Donc, c'est le problème de ce statut, c'est qu'au final, les associés commandités, ils sont responsables sur leurs biens propres. Si l'entreprise fait faillite, les créanciers pourront venir saisir leurs actifs personnels, mais ils ont peu d'engagement au capital pour énormément de pouvoir. Et donc ça, c'est pas bon, surtout quand on fait des erreurs stratégiques. Le reste, on a eu récemment Compagnie nationale de navigation de Patrick Mollis, qui est monté jusqu'à 9,4% du capital. Donc il y a eu une vidéo sur la chaîne, je vous renvoie si vous voulez plus de détails à cette vidéo. On a Bolloré, via Plantation des Terres Rouges, qui s'est également renforcé, donc il était auparavant à 5 et quelques %. Il a suivi Mollis, et maintenant il est monté à 6% en avril 2025. Groupe industriel Marcel Dassault, c'est un actionnaire historique de la société. Toutefois, il faut noter que au conseil de surveillance, ils ont un administrateur, et cet administrateur avait démissionné il y a 2 ou 3 ans, en désaccord avec la stratégie du groupe. Nous avons Ronald Saman, qui est un actionnaire historique du groupe. Il avait moins de 5% jusqu'à 2023. Et puis quand en 2024, Mollis et Bolloré sont montés au capital, lui aussi s'est renforcé. Il a été élu au conseil de surveillance, puisqu'il avait déposé une motion à l'AG en ce sens, et il a réussi à être élu. À voir s'il a l'impact dans les décisions. Pour l'instant, je ne pense pas beaucoup. FCP Ruby Avenir, ça, c'est l'actionnariat salarié. Autodétention, ça c'est des actions pouvant être annulées ou distribuées pour les actions gratuites. Bon, donc ça c'est ce qu'on a vu ici. Ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est l'AG qui arrive en juin de cette année, donc en juin 2025. Il faut en amont regarder s'il y a des motions qui vont être déposées, et il y en aura forcément des motions qui vont être déposées à nouveau par Mollis, comme l'année dernière, pour essayer de dégager le conseil de surveillance et dégager les gens qui sont au conseil de surveillance pour en prendre le contrôle. Ça c'est le plan, donc ça va forcément arriver. Maintenant il faut regarder un peu les motions qui vont être déposées. Et ensuite on en parle, ce qu'il va essayer de faire. Il y a plusieurs stratégies possibles. Bon.
Ici, la gouvernance, rapidement, j'ai évoqué, ici vous avez l'ensemble du conseil de surveillance, on voit qu'il y a notamment Ronald Saman, ils n'ont pas mis sa photo, tiens. Il y a eu pas mal de changements lors de l'AG 2024 des membres, hein, donc il faut que ce conseil de surveillance tourne un petit peu. Ils ont assez peu, on le voit ici au capital, hein, ils ont assez peu d'actions Ruby hein, en global, donc ils sont pas très impliqués non plus sur les conséquences, ils ont pas trop de skin in the game sur Ruby, le conseil de surveillance, ça c'est dommage, hein. Peut-être qu'ils mettraient plus de pression sur le management s'ils étaient plus intéressés au capital. Bon. La gérance, donc ça ce sont les associés commandités. En fait, on a à travers les sociétés qui détiennent les uns les autres, là ils sont 3, il y a Gilles Gobin, Clarisse Gobin, sa fille, et Jacques Rioux, qui sont les associés commandités, et qui détiennent finalement assez peu du capital, hein, 2,28%. Donc voilà, hein, pouvoir assez exorbitant vs l'intéressement au capital. Leur responsabilité dans la gérance, c'est à eux d'élaborer la stratégie et de gérer les risques, avec piloter le développement, etc. Donc pour l'instant, on a vu que la stratégie, ils sont plutôt plantés hein, sur l'énergie renouvelable, hein, donc ça marche pas. C'est pour ça que le conseil de surveillance a obtenu un pouvoir supplémentaire pour pouvoir avoir son mot à dire sur les décisions stratégiques. Et à noter également, il y a un plan de succession qui est en cours, donc les historiques Gilles Gobin et Jacques Rioux prévoient de quitter la gérance en 2027. Donc ça sera discuté à l'Assemblée Générale de 2026. On a les 2 insiders hein, qui sont proposés pour prendre la relève, donc Jean-Christian Bergeron et Marc Jacot. Mais ils seront associés non commandités. Bon. Et Clarisse et Gobin sera du coup toujours dans la gérance. Mais ça, évidemment, c'est si tout se passe comme prévu par la gérance et si le conseil de surveillance l'approuve. Si le conseil de surveillance change, ça sera une autre histoire. Allez, maintenant on se penche un peu sur les chiffres. Donc on est sur des taux de marge qui sont plutôt faibles. Hein. C'est normal, on fait la distribution. On est sur un taux de marge brut, alors ça c'est la fin 2024, de 25,5. Contre une médiane de 26, bon, on est plutôt stable, mais on voit que ça fluctue beaucoup. Hein. Donc ça, ce sont surtout les impacts des taux de change, en fait, qui vont impacter la marge, comme on l'a vu plus haut, hein, les marges unitaires sont impactées, parce que les volumes, en réalité, ils sont bien, c'est en augmentation. Hein. Mais en fait, on a une forte fluctuation sur les marges unitaires. Ce qu'on peut noter sur le taux de marge d'EBITDA, toutefois, c'est que c'est quand même bien géré. Hein. Opérationnellement, on est au-dessus de la médiane, donc on reste plutôt stable, on fluctue moins que la marge brute, donc on arrive à avoir l'efficience opérationnelle. Hein. Ça, c'est pas si mal. Le taux de marge nette, il est un peu en dedans. Hein. Là, on voit qu'il est en dessous de la médiane, et ça à cause des frais financiers. Donc après 2022-2023, les taux d'intérêt ont fortement monté. Le groupe est quand même endetté à peu près 2 fois l'EBITDA, donc ça pèse lourd hein, en frais financiers. Donc on a un taux de marge nette qui est à 5,2%, en dessous de l'historique 10 ans à 6%, mais ça se récupère depuis fin 2023, donc c'est pas si mal à ce niveau-là. Conversion des free cash flow en bénéfice net, là il y a un problème en fait sur cette conversion, hein, c'est qu'on voit qu'il y a un écart entre les free cash flow et les bénéfices nets, et ça vient d'une variation défavorable du besoin en fonds de roulement de 2,5 milliards. C'est que le groupe le problème, c'est qu'il a du mal à se faire payer à temps et en heure par ses clients, qui sont souvent en plus des États, qui régulent les prix, etc. Donc il faut à chaque fois qu'ils renégocient, et donc ça entraîne un décalage hein, de trésorerie, malheureusement. Ils ont en plus une dépense en capital qui est énorme, Photosol hein, notamment. Donc ça pareil, ça creuse de 3 milliards les free cash flow. Et là, dans les Ozone Cash Items, il faut aller voir de quoi il s'agit, mais on doit avoir des dépréciations, on doit avoir l'amortissement du goodwill aussi, puisqu'ils font beaucoup d'acquisitions. Donc, vous retrouvez votre différence entre les free cash flow et les bénéfices nets, et ça fait 1,6 milliard quand même de différence, ce qui est quand même assez copieux. Hein. Donc ça, là c'est mauvaise qualité, enfin, c'est un point négatif sur le dossier, hein, cette mauvaise conversion des free cash flow en bénéfices nets. L'inverse, pardon. Mauvaise conversion des bénéfices nets en free cash flow. La rentabilité opérationnelle. On a vraiment des capitaux investis qui est correct en fait, hein. On est à 8% en médiane sur 10 ans. Sur les dernières publications, on était presque à 10%. Donc, bonne rentabilité. Maintenant, le problème, c'est que cette rentabilité va se dégrader
plus Photosol va prendre de la place, hein, puisque c'est l'activité traditionnelle qui a une bonne rentabilité. On va financer Photosol, en partie financer Photosol avec le cash flow qui est dégagé, mais plus Photosol va monter en taille d'actif, plus la rentabilité va baisser. Et donc, on n'arrivera plus à s'autofinancer si Photosol ne devient pas rentable. Et je pense qu'il y a peu de chances que ça soit le cas. Bon. Donc, on est plutôt globalement sur une entreprise un peu contrastée en termes de... l'activité traditionnelle, elle est très bien gérée, elle génère des cash flows, il y a de la croissance en Afrique et aux Caraïbes, rien à dire, super. L'activité renouvelable, c'est un désastre, et donc du coup, ça se reflète dans les marges, et ça se reflète aussi dans la rentabilité, malheureusement. Rapidement, le bilan, on a pas mal d'immobilisation corporelle, hein, donc on a un peu d'actifs tangibles quand même, mais on a aussi beaucoup d'écarts d'acquisition. Hein. Donc en fait la boîte, ils font plutôt de la fusion-acquisition, et donc ils accumulent des écarts d'acquisition au gré des années. Bon, ça apporte moins de marge de sécurité, ça, hein, toutefois. Donc il y a pas du tout de marge de sécurité par rapport aux actifs tangibles, par exemple sur Ruby. La dette est plutôt élevée. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'il y a sur l'agrégateur que j'utilise, qui prend en compte aussi la dette qui est utilisée pour Photosol. Hein. Donc le groupe il présente toujours deux métriques de dette, la dette nette totale sur EBITDA, le ratio de leverage, et le leverage sans inclure la dette sans recours, qui est logée dans les Special Purpose Vehicles de Photosol. Donc, d'après l'agrégateur, on serait à moins de 2 fois la dette nette sur EBITDA, et c'est le cas d'ailleurs, c'est ce qu'il y a dans le communiqué financier. Et si on exclut cette dette sans recours, on est à 1,4 fois. Donc, la dette commence quand même un petit peu baisser, c'est plutôt rassurant à ce niveau-là. Le groupe avait communiqué ses perspectives 2025, ils s'attendent à un résultat brut d'exploitation entre 710 et 760 millions d'euros. Alors le résultat brut d'exploitation, normalement, c'est l'EBIT en anglais. Donc 760 millions d'euros, donc on peut prendre une estimation entre les deux, par exemple 730 millions pour faire les prévisions. Bon, c'est en baisse hein, comparé à ce qui a été obtenu en 2024. Donc la direction souligne les coûts liés au développement de Photosol pourraient impacter négativement le RBE, sans doute, hein, donc vu que ça marche pas. On va se pencher maintenant sur la rentabilité, sur la valorisation du groupe. Ce qu'on voit, hein, c'est que c'est un groupe qui a complètement perdu la considération du marché et la confiance du marché, puisque on est sur donc avant 2020, on serait à un multiple, si on trace une ligne ici, autour de 12 fois hein, la valeur d'entreprise sur EBITDA, quand même pas mal. Depuis 2020, paf, ça a complètement chuté, et la valorisation continue à un petit peu baisser. Hein. Bon, là, on est quand même à un niveau qui est en absolu vraiment pas cher. Hein. 5,4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est vraiment pas cher du tout, surtout si on se désendette par la suite, et si on continue à faire monter les EBITDA, hein, comme on le voit ici, les EBITDA malgré tout, il est en hausse, hein, le RBE, enfin, alors sur 2025, il va pas forcément être en hausse, mais dans les années futures, j'espère que ça va continuer à monter. Ce qui ferait que ce multiple va rester bas s'il n'y a pas une réappréciation du cours. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ? Ma théorie, c'est que avant 2020, l'ESG n'était pas forcément... Donc l'investissement ESG, c'est-à-dire l'investissement environnemental, sociétal et gouvernance friendly, on va dire, n'était pas très en vogue en Europe, n'était pas encore en vogue en Europe. C'est monté en charge en 2020 et paf. Donc vous avez eu l'effet pandémie évidemment, mais vous avez surtout à mon avis l'effet ESG, puisque ça se voit aussi sur le cours de Total Energy par exemple. Donc ça c'est le premier coup de bambou qui a attaqué la valorisation. Et je pense qu'ensuite sur 2022-2023 on a eu du coup l'échec stratégique de Photosol qui est venu aussi attaquer le multiple. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, si on veut être conservateur, il vaut mieux prendre un multiple peut-être qui inclut ce nouvel état de fait, on va dire sur 5 ans. Et là, vous avez plus qu'une décote de, on va dire, de 25-30% sur Ruby. Ça reste une décote quand même non négligeable. Hein.
Ensuite, la rémunération de l'actionnaire. Donc, vous avez eu un dividende spécial en 2024. C'est pour ça qu'il est à ce niveau-là, le dividende. Mais d'ailleurs, c'est pas common dividende. Là, il se trompe. Coifin, c'est dividende ordinaire plus dividende exceptionnel. Sur 2025, vous allez avoir 200 millions, 202 millions, peut-être un peu plus. C'est 2 euros ou 2,3. Je crois que c'est 2,03 par action. Bon, vous allez avoir 206, 207 millions d'euros de dividendes. Ça représente la moitié des free cash flow. Toutefois, les free cash flow, parfois assez volatiles. Donc, ils étaient plutôt bas sur 2022-2023 à cause de la variation du BFR et de la hausse des frais d'intérêt. Bon, si on se maintient au niveau de free cash flow actuel, on va pouvoir quand même continuer à verser des dividendes. Mais je pense pas qu'ils vont l'augmenter fortement. Donc, attention sur Ruby, faut s'attendre à des augmentations de 1%, 2% annuels, c'est tout. La rémunération d'actionnaire qui est calculée par Coifin, c'est 10,2%, mais ça ne sera pas du tout ça sur 2025, puisqu'il y a un dividende exceptionnel. On sera plutôt, à mon avis, autour des 7 à 8% de rendement, ce qui est quand même tout à fait intéressant. On se penche un peu sur la situation spéciale que nous avons. Donc, depuis 2024, on a des actionnaires activistes qui montent au capital, Bolloré et Moelis notamment, mais il y a Saman qui s'est aussi renforcé. Donc, quel est leur objectif ? C'est très clair, prendre le conseil de surveillance et influer sur la stratégie du groupe. Toutefois, le conseil de surveillance non plus, il n'a pas d'énorme pouvoir face aux associés commandités. Donc, il faut aller voir dans les statuts comment peut s'effectuer la prise de contrôle, mais c'est ce qui est indiqué ici. On pourrait essayer de révoquer les gérants avec une assemblée générale extraordinaire. Mais il faut 3/4 des votes. Donc c'est quand même compliqué. Sinon, on peut essayer de transformer Ruby en société anonyme, donc du coup avec un conseil d'administration, et puis un conseil de surveillance et des managers qui sont salariés. Là, pareil, il faut 2/3 des votes, donc c'est un peu lourd à obtenir, et l'accord des commandités, donc en fait c'est impossible. Et on peut essayer de récupérer 80% départ pour proposer une résolution en assemblée générale. Mais ça me semble aussi un peu infaisable à ce niveau. Bon, donc ce qui se passerait, à mon avis, le scénario plutôt médian sur la prise de contrôle, ça serait contrôle du conseil de surveillance, ça oui, et ensuite pression du conseil de surveillance sur les associés commandités pour qu'ils changent de stratégie. Ils sont raisonnables aussi, si le conseil de surveillance leur dit arrêtez votre stratégie de renouvelable, etc., changez. Et à mon avis, ils vont quand même se ranger à l'avis du conseil de surveillance et être plus souple sur la stratégie et ne pas être borné. Donc ça, c'est le scénario de prise de contrôle. Et ça c'est pas mal pour la situation actuelle en tant qu'actionnaire de Ruby. Moi, j'ai un quart de position qui me reste, que j'ai historiquement depuis 2023. L'annonce du renfort de Bolloré et de Moelis, ça a fait monter le cours. Je pense qu'en amont de l'Assemblée Générale, il y aura la spéculation à nouveau sur le cours de Ruby. Est-ce que ça sera le moment de prendre ses bénéfices ? J'hésite un peu à le faire. Moi, j'ai envie de voir la suite de ce qui va se passer. Est-ce que Bolloré et Moelis vont réussir à prendre le contrôle et à changer la stratégie ? Auquel cas, ça pourra créer encore plus de valeur. Donc peut-être que c'est intéressant quand même d'attendre. Et en plus, on peut attendre avec un dividende qui est quand même copieux. 7% de rendement, c'est non négligeable. Après, vous pouvez le réinvestir soit dans Ruby, soit le réinvestir ailleurs, sur une opportunité, une autre action qui a un meilleur profil de progression, d'après votre analyse. Donc, pour l'instant, je pense que c'est pas mauvais de détenir du Ruby. Donc on a la prime spéculative de la prise de contrôle qui soutient le cours. Et puis finalement des résultats qui sont pas si mauvais malgré le boulet photosol, avec un dividende qui permet de patienter. C'est pour ça que moi je reste pour l'instant confiant sur cette position. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.